Voilà, donc merci de l'invitation. D'abord, mes excuses parce que ça ne va pas être des choses des plus récentes, tout simplement parce qu'en fait, les travaux que je fais actuellement, on en a parlé la semaine dernière au laboratoire Jacques Lignon. J'ai supposé qu'il y avait une intersection substantielle non vide. Donc, c'est des choses que j'ai fait il y a 1 ou 2 ans avec notamment un étudiant, un doctorant qui s'appelle Abdelhaj Kifa et qui maintenant est à Oak Ridge. Donc, il va s'agir d'algorithmes pour l'interpolation. Donc, interpolation ici au sens le plus simple du terme. Hein, c'est pas interpolation entre les espaces de fonctions, mais juste interpolation entre des valeurs ponctuelles. Donc, ça va être assez simple. Je pense que un bon étudiant de master devrait pouvoir comprendre ce que je vais raconter. Et le mot important, donc, c'est qu'on va travailler en grande dimension. C'est là d'où viennent en général les problèmes. Et on va s'intéresser à des choses adaptatives. Je vais expliquer en quel sens. Bien. Donc, je vais d'abord parler un petit peu du contexte. Je vais donner quelques concepts généraux qui viennent du domaine qu'on appelle Information-Based Complexity, pour montrer un petit peu les limites fondamentales auxquelles on peut s'attendre dans ces problèmes. Et puis ensuite, je vais parler d'une technique sur laquelle je n'ai pas vraiment travaillé, mais parce que c'est quelque chose qui est souvent utilisé, c'est les techniques de noyaux reproduisants qui sont fortement liées au processus gaussien. Donc c'est une approche pour faire de l'interpolation en grande dimension qui est souvent choisie. Et puis après, je vais vous raconter ce qu'on a fait avec des méthodes parcimonieuses, ici utilisant les polynômes. Mais en fait, comme je vais expliquer, il y a un principe plus général qui peut s'appliquer à d'autres techniques avec cette idée de parcimonie. Je vais donner des illustrations aussi et je conclurai. Donc voilà, on s'intéresse en fait à reconstruire une fonction inconnue de plusieurs variables, donc y1, yd. Pensez donc que d est très grand, voire même infini. Et ces variables vont se balader dans des intervalles, mais quitte à renormaliser, donc je vais toujours travailler dans cette boîte, moins 1 à la puissance de la dimension. Et U lui-même va être à valeur scalaire, ou plus généralement dans un vectoriel ou dans un espace de Banach. On va voir tout de suite pourquoi dans un exemple qui va venir. Donc, la règle du jeu, c'est qu'on a le droit de questionner, d'évaluer U à des valeurs possibles de Y. Et donc, nous partons de l'information suivante. On connaît U à ces points YI, donc j'ai mis I ici en superscript pour ne pas confondre avec les coordonnées. Chaque YI est un vecteur là-dedans, où on a n points. Alors, dans les applications qui nous intéressent, il faut comprendre que les évaluations sont coûteuses. C'est-à-dire, typiquement, U va être lié à une solution d'une EDP qui dépend des Y en tant que vecteur de paramètres. Je donnerai un exemple tout à l'heure. Ou ça pourrait être aussi une quantité d'intérêt dépendant de cette solution. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je veux évaluer ça, il faut que je résolve une EDP, typiquement par un code qui peut être coûteux. Parfois, on ne connaît même pas exactement le modèle. Le code est vu un peu comme une boîte noire, donc on a uniquement une connaissance partielle. Et c'est là où, en général, les ingénieurs nous demandent ce qu'on appelle des méthodes non intrusives, c'est-à-dire on ne va pas aller trop trépatouiller à l'intérieur du code, mais juste manipuler a posteriori, disons, post-processer le code. Alors, chose importante, on a le droit de choisir. Les points YI ne sont pas imposés, donc on a une latitude, on a une liberté, une responsabilité en quelque sorte sur la manière dont on va choisir ces points. Donc ils peuvent être choisis de manière a priori ou de manière adaptative. Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire ici dans une seconde. Mais d'abord, un cas typique. Donc on imagine une EDP
avec U, c'est la solution, et puis A, ça représente des paramètres qui décrivent le modèle physique. Par exemple, ça peut être la fonction de diffusion dans une équation de diffusion, ça peut être la forme du domaine, d'autres choses. Prenons cet exemple, donc, sur lequel j'ai pas mal travaillé. Donc, je regarde l'équation stationnaire de la diffusion. Ici, le paramètre il est dans le coefficient de diffusion. F, je le fixe. Et nous allons paramétrer le coefficient de diffusion en lui donnant une espèce de valeur moyenne à barre, et puis en introduisant une base de fonctions, psi j, et en regardant toutes les valeurs possibles de A quand je mets des coordonnées là-dessus. Voilà. Donc, en fait, en faisant ça, alors bien sûr, on va faire des hypothèses pour que la chose soit bien posée. C'est-à-dire, on va supposer que quels que soient les yj dans moins A1 que je prends, on est elliptique. Et donc, vous voyez qu'à chaque fois que je me donne une valeur de y, j'ai une solution u de y qui va tomber dans H10 ici. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est approcher à partir d'évaluations ponctuelles cette application, ou alors simplement une quantité qui dépend de U de Y, de la solution, mais pour calculer cette quantité, je suis en général obligé de calculer la solution. Voilà un exemple où vous voyez que les YI peuvent être a priori en nombre infini. Par exemple, si j'imagine une expansion en série de Fourier ou autre chose du coefficient de diffusion. Bien. Alors, maintenant, je vais prendre un peu de recul et formuler ça en termes de ce qu'on appelle donc la théorie de la complexité basée sur l'information. Donc, moi, je vais m'intéresser en toute généralité à des algorithmes qui partent de ces données et qui reconstruisent une approximation par une opération qui peut être linéaire ou non linéaire, qui va donc de Rn vers un espace de fonctions définies sur notre boîte. Et donc, la distinction déjà entre les algorithmes adaptatifs et non adaptatifs. Donc, dans un algorithme non adaptatif, je choisis a priori Y1, Yn, et puis je me donne une certaine façon de reconstruire. Dans les algorithmes adaptatifs, on va faire dépendre le choix du nouveau point YK de ce qu'on a trouvé auparavant. Okay. Alors, bien sûr, on va mesurer l'erreur dans une certaine norme. Ici, je vais travailler principalement avec la norme L infini. Et vous voyez que dans ce cas-là, il n'y a pas de perte de généralité à imposer finalement que comme on a les valeurs au point YI, on peut qu'améliorer la norme L infini en supposant que AN de U, que notre reconstruction est une forme d'interpolation. Ce ne serait pas vrai s'il y avait de la régularité dans ces normes, on n'aurait peut-être pas intérêt à faire de l'interpolation. Bien, donc maintenant, quand on regarde l'erreur, ça n'a pas tellement de sens en soi de dire quel est le meilleur algorithme pour minimiser une erreur pour une seule fonction. Ce qui est assez logique, c'est de se placer dans une certaine classe de fonctions qui va représenter un modèle qu'on a en tête, donc une classe K, typiquement un ensemble compact de X. Et une manière de regarder comment un algorithme fonctionne, c'est de regarder comment il fonctionne au pire sur cette classe, c'est-à-dire regarder le max de l'erreur sur tous les éléments de la classe. Et maintenant, si je veux essayer de comprendre qu'est-ce que je peux faire de mieux, je vais mettre en compétition tous les algorithmes sur cette classe. C'est une forme de mesure de complexité de cette classe, si vous voulez, un petit peu comme les entropies, les épaisseurs de Kolmogorov ou les choses comme ça, mais au sens de cette mesure d'information. Alors, bien sûr, nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir un algorithme qui se comporte à peu près comme ça. Souvent, c'est difficile d'atteindre ça par des algorithmes réalistes, disons, faciles à implémenter. Donc, ce qu'il nous faudrait, c'est quelque chose qui, en général, ce qu'on recherche, c'est quelque chose qui soit réalisable en pratique et qui se comporte
presque aussi bien que cette chose-là. Alors je le dis tout de suite, je ne vais pas atteindre ce but dans les applications que je vais faire, mais bon, c'est juste pour donner le cadre. Évidemment, on peut poser des concepts similaires lorsqu'on veut faire autre chose qu'approcher, par exemple lorsqu'on veut intégrer ou lorsqu'on veut optimiser. Alors, d'autres prescriptions qui m'intéressent sur ces méthodes. Alors d'abord, l'idée de la hiérarchie, c'est-à-dire, ça c'est une idée importante, c'est que je veux être capable de recycler les points précédents. C'est-à-dire que quand je passe de n à n plus 1, je ne veux pas avoir à tout recalculer. Je vais pouvoir réexploiter l'information précédente. Donc très important quand les évaluations sont coûteuses. Et en général, ça va à l'encontre de l'optimalité, justement, cette prescription. Par exemple, bon voilà, donc, on va en parler. Par exemple, donc je vais revenir là-dessus, mais par exemple, un exemple typique, c'est quand vous pensez à l'interpolation par des polynômes, pensez à ce que vous faites quand vous faites les points de Chebyshev, donc qui sont des points équidistants sur le cercle que vous projetez. Eh ben, si vous passez de n à n plus 1, c'est plus du tout, c'est pas la même chose que d'ajouter un point. Voilà. Donc, bien sûr, on veut de la stabilité, donc ça va se mesurer par des constantes de Lebesgue. Ce qui est intéressant aussi, alors toujours dans ce cas très général, c'est une idée d'universalité, c'est-à-dire qu'on aimerait être optimal, pas seulement pour une seule classe, mais simultanément pour beaucoup de classes. Alors, on va en grande dimension se heurter à ce qu'on appelle la plaie des grandes dimensions, qui va nous dire qu'en général, on ne peut pas faire mieux que certaines performances. Et bon, un exemple, ça se manifeste, par exemple, si je sais quelque chose sur mes fonctions, par exemple qu'elles ont m dérivées, je prends l'ensemble, donc je travaille dans l'infini, et ce qu'on sait dans ce cas-là, c'est que la meilleure performance sur cette classe, elle ne peut pas être meilleure en gros que n à la puissance moins n sur d, donc vous voyez quand d est grand, vous commencez à avoir des gros problèmes, et ces constantes d'ailleurs elles-mêmes se détériorent en fonction de la dimension. Donc l'inégalité par au-dessus, c'est facile, c'est juste montrer qu'il y a une certaine méthode qui y arrive, et c'est des méthodes très simples. Dans ce cas-là, c'est des méthodes avec des points un peu répartis uniformément. Et l'inégalité par en dessous, ben, ça témoigne du fait que la boule unité de cette chose-là est un ensemble très gros et a beaucoup de variétés en grande dimension. Alors, donc on va se heurter à ça. Et aussi, une autre question intéressante, c'est est-ce que c'est vraiment utile d'avoir des algorithmes adaptatifs? Alors, il y a un très joli théorème qui, je crois, a été formulé plutôt pour l'intégration, mais qui vaut aussi dans le contexte de l'interpolation, qui est dû à Barbaloff à l'origine, et qui dit que, en gros, si votre modèle est une classe convexe et symétrique, alors il existe un algorithme qui est presque optimal, qui est non adaptatif, et en plus où l'opération est linéaire. Donc, c'est ce que disait Anthony Patera quand j'ai expliqué, c'est une license for being lazy. Vous n'avez pas besoin en principe, de vous casser trop la tête à élaborer des solutions complexes. Alors néanmoins, et en particulier en très grande dimension, nous, ce qu'on constate, c'est que c'est très utile d'être adaptatif. C'est compliqué, ça peut être des choses un peu coûteuses, un peu élaborées, mais qui pourrait paraître dans certains cas comme un luxe, mais ça devient une nécessité même en grande dimension, typiquement pour détecter des anisotropies, le fait que certaines variables sont plus importantes que d'autres. Alors, la manière dont j'interprète cette chose-là, c'est que les classes pertinentes auxquelles nous sommes confrontés quand on regarde ces problèmes de grande dimension sont typiquement non convexes, mais on ne les comprend pas bien. C'est pour ça que je ne vais pas vous présenter des résultats d'optimalité. Donc ça, c'est vraiment une question importante, c'est essayer de bien cerner les classes pertinentes, notamment en grande dimension. Bien. Alors maintenant, je vais vous parler d'une méthode qui est souvent utilisée. C'est un petit peu donc un tutoriel très rapide de la manière dont je comprends, donc je vais dire des choses très simples sur l'interpolation par les noyaux reproduisants, pour expliquer ce qu'on fait et quelles
quels sont les problèmes auxquels on peut se heurter. Donc, partons du point de vue que quand on prend n points et qu'on évalue, évidemment, il y a une infinité de fonctions qui prennent ces valeurs-là. Et on veut, pour une façon de voir le problème de l'interpolation, c'est de dire je vais essayer d'injecter de l'information a priori sur ce que je veux reconstruire. Et typiquement, une façon fréquente d'injecter de l'information a priori, c'est de dire on va minimiser une certaine énergie entre tous les candidats possibles. Hein. Par exemple, c'est ce que vous faites en 1D quand vous interpolez polymérisé, vous minimisez l'énergie élastique. Hein. Donc, on va faire un peu la même chose et on va introduire de manière très générale ce qu'on appelle un espace hilbertien noyé reproduisant, c'est-à-dire ça va être juste un espace de fonctions définies sur D qui s'injecte hilbertien, qui s'injecte continuellement dans l'espace des fonctions continues. D'accord ? Alors, on ne va pas prendre n'importe quel espace de ce type-là, on va le supposer suffisamment riche, c'est-à-dire on va éviter par exemple des espaces où toutes les fonctions s'annuleraient en un point, par exemple, hein, parce qu'on aurait ensuite un problème pour choisir un candidat dans cet espace qui interpolerait. Donc, une certaine richesse. Alors, voilà un exemple, hein, bien sûr, en dimension D, si vous prenez un espace de Sobolev d'ordre suffisamment élevé, c'est un espace à noyau reproduisant. Alors, je vais expliquer, je n'ai pas encore dit qu'est-ce que c'est que le noyau reproduisant, ça va venir. Donc, l'idée, c'est d'utiliser ces espaces de Hilbert pour définir l'interpolant en minimisant précisément, comme énergie, parmi tous les candidats possibles, la norme dans cet espace de Hilbert. Donc voilà l'énergie qu'on choisit. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que, comme on va le voir, ce minimiseur va être facile à calculer parce qu'il y a quelque chose de quadratique ici. Donc on va voir comment on va le calculer. Ça va faire intervenir précisément le noyau reproduisant. Donc IN, voilà notre interpolant, au point, ça devrait être Y1, YN. Excusez-moi, c'est les points d'interpolation, c'est Y1, YN ici. Donc, maintenant je définis ce que c'est. Donc, puisqu'on s'injecte dans les fonctions continues, ça veut dire que l'évaluation en un point est une fonctionnelle continue. Donc, d'après le théorème de Riesz, je peux trouver une fonction dans H qui réalise cette fonctionnelle. Donc, il est facile de voir qu'elles sont une famille complète dans X quand je fais varier X dans le domaine. Et maintenant, je vais définir le noyau reproduisant de l'espace H comme le produit scalaire des fonctions kx, ky. Donc, si vous voulez, c'est kx de y ou ky de x est symétrique, hein, vous voyez, à cause de cette propriété. Donc, voilà ce que c'est que le noyau reproduisant. C'est une fonction de deux variables. Et ça a des propriétés intéressantes. Donc, c'est très facile de voir que ça satisfait, du fait qu'en fait, on a une norme hilbertienne par derrière, ça satisfait des propriétés de type défini positif. Quand je prends n'importe quel ensemble de points x1, xn, j'obtiens une matrice symétrique définie positive. Alors, le théorème important, c'est qu'il y a une sorte de réciproque, c'est-à-dire vous partez de n'importe quelle fonction qui satisfait ces propriétés, et vous pouvez définir, à partir de là, un espace de Hilbert qui va avoir ce noyau reproduisant, cette fonction comme noyau reproduisant. Donc, en fait, vous la définissez à partir de la fermeture de ces fonctions-là pour la norme induite par cette chose-là. D'accord ? Alors, c'est un point de vue intéressant parce qu'au lieu de partir des espaces de Sobolev qui pourraient donner des fonctions, qui en général donnent des fonctions pas très simples, vous pouvez à l'inverse vous poser la question est-ce qu'il y a des fonctions simples qui vérifient cette chose-là ? Donc, notamment, est-ce qu'il y a des fonctions qui sont radiales ? Et l'un des candidats, en fait, c'est la gaussienne. Donc, qui ne correspond pas à un espace de Sobolev, qui donne un autre type d'espace, mais toujours hilbertien. Et puis, il y a plein d'autres fonctions qui sont intéressantes, les polyquadriques, donc ça a été longuement étudié dans les années 70-80. Alors, maintenant, comment ça se calcule ? En fait, c'est très simple. Vous voyez, finalement, il est facile de voir que ce qu'on va trouver,
notre interpolant va être une combinaison de ces fonctions KYJ, donc de ces fonctions de base, centrées au point YJ. Donc pourquoi ça, c'est assez facile à comprendre, parce que vous cherchez à minimiser, vous avez votre contrainte, qui est que U de YJ est égal à notre donnée, enfin, disons, plutôt IN de U au point YJ, on veut que ça vaille ça. D'accord? Et ça, c'est précisément KYJ, produit scalaire avec INU. D'accord? Donc, c'est un espace affine qui définit vos contraintes d'interpolation. Puis, vous cherchez à minimiser la norme. Donc, vous cherchez à projeter 0 finalement ici. Et c'est là où vous cherchez IN. Donc, vous voyez que comme cet espace est défini par orthogonalité avec ces fonctions-là, forcément, IN va être une combinaison de ces fonctions. Alors maintenant, vous trouvez les coefficients en résolvant le système. OK. Alors, donc il y a toujours une solution, c'est ça qui est intéressant, quel que soit le choix des points, peuvent être quelconques, vous avez toujours une solution à ce système, bon, qui par ailleurs peut être très mal conditionné dans certains cas. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette façon de voir les choses est en fait équivalente formellement à un point de vue assez différent qui fait appel au processus gaussien et qui a été introduit, je pense, indépendamment par les ingénieurs sous la forme de ce qu'on appelle le Kriging. Je trouve ça intéressant, d'ailleurs, moi il me semble que quand deux idées complètement différentes comme ça convergent, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'assez intéressant par derrière. Donc ici, l'idée est la suivante. On part d'un processus, d'un noyau positif défini, et on va définir, ce qui va nous intéresser, c'est un processus gaussien qui admet, centré, disons, qui admet ce noyau comme fonction de covariance. D'accord? Et donc on va penser à la fonction qu'on cherche à interpoler comme un processus gaussien pour modéliser en fait son incertitude. D'accord? Maintenant, on la mesure en certaines valeurs. Donc ça veut dire qu'on va conditionner cette fonction incertaine aux valeurs qui sont mesurées en ces points. Et il est tout à fait naturel de définir ce qu'on espère être la fonction, donc l'interpolation en un nouveau point, un point qui n'est pas au YJ, comme l'espérance conditionnelle de processus gaussien en ces points-là. Il se trouve que quand on fait ça, eh bien, on retrouve exactement la même chose. C'est en fait aussi le meilleur estimateur linéaire en fonction de ces observations qui minimisent l'erreur quadratique moyenne. Donc, vous voyez, ça veut dire que vous pensez à... Vous avez votre fonction qui est inconnue, puis vous la mesurez en des points. Puis là, vous avez un nouveau point, et puis vous regardez cette probabilité, puis conditionnellement à ce que vous avez observé, et vous allez choisir l'espérance comme étant la valeur de l'interpolant. Alors, ce point de vue est intéressant parce qu'il va nous mener assez naturellement à des stratégies adaptatives. Quand on part de ce point de vue, vous voyez, il y a une façon assez naturelle de dire qu'est-ce qu'on va choisir comme nouveau point, finalement. On a envie de dire, maintenant, on a défini cette probabilité conditionnelle. On peut calculer l'espérance, mais on peut aussi calculer la variance. Donc, il est assez logique de dire, mon nouveau point, je vais le choisir là où j'ai le plus d'incertitude, c'est-à-dire là où la variance est la plus importante. Donc, on itère cette chose-là de cette manière-là. Quelque chose d'autre qui est intéressant et qui vient aussi vraiment d'un point de vue probabiliste ou même statistique, c'est l'idée de quel noyau on va choisir. Parce qu'après tout, on a fixé un a priori en choisissant ce noyau qui est très rigide
et peut-être qu'il y a des noyaux qui sont meilleurs que d'autres. Eh bien, si on se donne par exemple une classe de noyaux, vous voyez là j'ai pris des noyaux gaussiens, mais je les ai rendus un peu anisotropes en mettant des coefficients B1, Bn, et j'aimerais bien, Bd, et j'aimerais bien choisir faire le meilleur choix à ce coefficient. Alors qu'est-ce qu'on va faire typiquement? On va faire de la validation croisée, c'est-à-dire on va dire je vais maintenant enlever à mon échantillon une des observations, je vais interpoler avec un certain noyau, je vais comparer l'erreur à l'échantillon que je n'ai pas utilisé, et puis je vais faire ça pour tous les échantillons, et maintenant je vais minimiser sur tous les choix possibles. Alors, vous voyez que c'est l'un des problèmes de ça, c'est que c'est très coûteux. Hein. Bon, vous pouvez imaginer ça en grande dimension, ça veut dire résoudre quelque chose de non convexe. Hein. Bon. Alors donc voilà, des stratégies intéressantes sur lesquelles je dois dire que très très peu de choses sont connues, c'est-à-dire essayer de prouver est-ce que ça converge, mais est-ce que ça converge de manière plus intéressante que si on mettait les choses de manière uniforme. On n'a pas il y a quelques résultats, mais qui ne sont pas très concluants, je trouve, en fait. Donc je signale qu'il y a beaucoup de choses ouvertes là-dedans. Alors l'intérêt, c'est que ça marche en toute dimension a priori, par exemple avec les fonctions radiales, les gaussiennes, mais c'est coûteux. Et comme je le montre ça va se révéler à la fin sur des expériences numériques que je montrerai. Et puis, on voit tout de suite qu'il va y avoir un problème de conditionnement, notamment dans ces méthodes adaptatives. Vous pouvez le comprendre en pensant aux gaussiennes, parce qu'en fait, vous utilisez des gaussiennes que vous centrez au point YI. Imaginez que vous commencez à faire de l'adaptativité, à concentrer des points, donc à rapprocher un peu les points. Ça veut dire que vous utilisez des fonctions qui sont très linéairement dépendantes, et donc la matrice de colocation devient très instable. Voilà. Donc ça, c'était une présentation de ce qui est le plus utilisé. Maintenant, je vais expliquer ce qui nous a intéressés dans ces approches parcimonieuses. Donc, je vais parler de ça en utilisant les polynômes, mais comme je vais l'expliquer après, il peut y avoir quelque chose de plus général. Donc, je vais m'intéresser à de l'interpolation dans des espaces de polynômes à plusieurs dimensions, ici, donc les choses les plus simples, donc qui sont engendrés par des monômes, hein, de ce type-là, avec où nu, c'est nu1, nu2, etc. C'est les exposants dans chaque variable. Okay, et le point important, c'est quel monôme je vais choisir. Donc, ici, la première chose, c'est que je vais supposer que cet ensemble lambda, l'ensemble des degrés, finalement, il a des propriétés assez simples. Hein. Il a des propriétés de monotonie, hein, j'appelle ça lower set, ou on dit parfois fermé par le bas. Ça veut dire que si j'ai un certain degré qui est choisi, bon, c'est assez naturel de dire le degré précédent est aussi choisi. Hein. Bon, donc en une dimension, ce n'est pas très intéressant, bien sûr, mais en plusieurs dimensions, ça peut avoir des formes assez distordues. Alors, la motivation de s'autoriser une certaine liberté là-dedans, ça vient des problèmes que j'ai mentionnés sur les EDP paramétriques. Donc, si vous vous rappelez de celle dont j'ai parlé, on a pas mal étudié, moins divergence de A grade U égale F avec A de la forme A bar plus somme des YJ psi J. Bon, bah, si vous regardez qu'est-ce que vous faites quand vous calculez U de Y, hein, moralement, vous êtes en train d'inverser un opérateur qui dépend de manière affine des YJ. Donc, c'est un peu comme une résolvante hein, que vous calculez avec plusieurs YJ. Donc, ça va avoir essentiellement des bonnes propriétés de régularité en fonction d'Y. Ça va être holomorphe. Donc, vous concevez que c'est bien d'approcher ça par des polynômes.
Sauf que vous êtes en dimension grande, voire infinie. Donc, pour ne pas souffrir de la plaie des dimensions, ça va être très important de comprendre comment on choisit l'espace de polynômes. C'est-à-dire, est-ce que je vais loin en degrés en telle variable, en telle autre? Et donc, ça va être déterminé finalement par l'importance de ces variables va être déterminée par les fonctions ψ qui sont ici et aussi comment les variables sont couplées les unes avec les autres. Donc, un résultat qu'on a établi, donc dont je parle, que je ne détaille pas ici, mais qui est intéressant, c'est que pour ce genre de dB paramétrique, sous certaines hypothèses sur les ψ, on peut prouver qu'en choisissant astucieusement ces ensembles lambda, avec des ensembles lambda n, donc bien choisis de cardinalité n, donc des espaces de dimension n ici, on a une décroissance algébrique où la dimension n'intervient pas. Vous êtes en dimension potentiellement très grande, voire infinie, mais vous avez quelque chose qui est robuste parce que vous avez précisément bien choisi ces choses-là. Alors maintenant, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on peut faire pour faire de l'interpolation sur des espaces assez arbitraires de ce champ-là, et pour le faire aussi de manière adaptative. Donc, la construction, je vais l'expliquer en partant de choses unidimensionnelles, en faisant d'abord de la tensorisation et ensuite en parcimoniant, c'est-à-dire en creusant un peu l'espace tensorisé qui consisterait à prendre un rectangle, en fait, à prendre des polynômes à tous les degrés. Donc voilà, le principe est très simple. Je vais partir en dimension 1, je vais partir d'une suite infinie de points distincts, dans moins 1. Donc c'est important de dire qu'il y a une seule suite pour faire quelque chose de hiérarchique. Et donc, à chaque fois, je vais prendre les sections T0 jusqu'à Tk, je vais définir IK, l'opérateur d'interpolation sur Pk. Okay ? Et maintenant, je vais l'écrire de manière hiérarchique, c'est-à-dire que je vais dire IK, c'est donc I-1, ça sera 0, puis ensuite I1 moins I0, donc I0 moins I-1, donc I0, et ensuite les différences entre IL et IL-1, d'accord ? En fait, quand je fais ça, je ne fais rien d'autre que la forme de Newton, c'est rien d'autre que ça, associé à cet interpolant. Donc, c'est delta, c'est des différences entre deux niveaux d'interpolation. Donc, remarquez que ça annihile les PL pour L plus petit que K. Et delta, comme les interpolants IL et IL-1 coïncident, IK et IK-1 coïncident à tous les TL pour L strictement plus petit que K, on a que ça vaut 0. Donc, en fait, vous pouvez très précisément écrire qu'est-ce que c'est que ce delta L U. C'est en fait un multiple de cette fonction qui vaut 1 au nouveau point TL et 0 au précédent. Et le coefficient ici, c'est juste la différence entre la vraie valeur de U, ce nouveau point, et la valeur qui aurait été calculée par l'interpolant précédent. Donc, comme je l'expliquerai, ce choix de cette suite va être important, bien sûr, pour la stabilité. Et les choix habituels, donc Chebyshev, Gauss-Lobato, Clem-Shaw-Curtis, ne sont pas des sections d'une suite infinie. Ça va être un problème qu'il va falloir résoudre. Alors, un exemple de construction hiérarchique, ce sont les points de Leia, qui sont liés notamment à ce que Yvon avait introduit, en fait, dans un certain cas, c'est exactement ce qu'Yvon avait introduit sous la forme de magic point. Donc on part d'un certain T0 et on va définir à chaque fois TL en maximisant la distance des produits au précédent. En fait, vous pouvez voir ça comme une version hiérarchique de ce qu'on appelle les points de Fekete qui, eux, consistent à maximiser sur tous les choix de K-Upley le produit des distances. Alors, les points de Fekete, ils ont plein de propriétés intéressantes. Ils minimisent un potentiel, ils convergent vers une mesure d'équilibre quand on a de plus en plus de points.
Et les points de Lega ont aussi des propriétés intéressantes, mais contrairement aux points de Fekete, ils sont hiérarchiques. OK. Et par contre, on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne sait pas bien, qu'on ne comprend pas bien, notamment sur les constantes de Lebesgue, sur ces points, je vais en parler un peu plus tard. Alors donc voilà, on part de cette construction unidimensionnelle, et maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tensoriser. Donc qu'est-ce qu'on fait tout bêtement? On prend cette suite de points, et puis on la tensorise en des dimensions. Ça veut dire que pour tout multi-indice mu, je vais définir le point z mu en prenant t nu 1 dans la première variable, t nu 2 dans la deuxième variable, voilà. Et je vais de la même façon tensoriser les opérateurs. C'est-à-dire quand j'ai un multi-indice, je vais regarder la tensorisation de l'opérateur d'interpolation de degré mu j dans la variable j, et puis pareil, la tensorisation de ces opérateurs de différence. Donc vous voyez, I mu, c'est en fait un opérateur d'interpolation sur l'espace des polynômes de degré mu j en chaque yj. Donc ça correspond en fait au choix d'un ensemble lambda qui est un rectangle, qui sont les indices tels que nu j est plus petit que mu j pour chaque j. Okay, c'est associé à cette grille-là. Donc dans le cas particulier d'un rectangle, vous avez une formule simple. Et maintenant, on va faire la remarque suivante, c'est que cet opérateur, je peux toujours, donc, qui est un produit tensoriel, si j'introduis la forme hiérarchique, je peux distribuer, et je vois qu'en distribuant, je fais apparaître ces opérateurs delta nu, qui sont les produits tensoriels. Je n'ai peut-être pas dit ça, mais produit tensoriel, ça veut dire tout simplement que j'applique en chaque variable en figeant les autres l'opérateur dans la variable correspondante. Hein. Et donc, là, j'obtiens cette somme où les nus sont dans ce rectangle R mu. D'accord. Donc ici, le rectangle, c'est juste donc en 2D, ça veut dire que c'est un ensemble de ce type-là. Nu 1, nu 2. Et maintenant, la formule, entre guillemets, magique, mais qui n'est pas très difficile à démontrer, la suivante, c'est que dès que vous avez un ensemble qui a cette propriété d'être fermé par le bas, si vous considérez maintenant la grille de points gamma lambda où vous retenez seulement les z nus, où les nus appartiennent à lambda, eh bien, ceci est unisolvant pour cet espace, et l'interpolant est exactement donné par la somme de ces choses-là, mais où je retiens uniquement les nus dans lambda. D'accord? Donc, vous voyez, c'est en fait la généralisation de cette formule-là à des ensembles qui ne sont pas forcément de cette formule-là, qui peuvent être très, très bizarres. Bien. Donc, en fait, quand on avait vu ça, on avait dit, ah, c'est super. Puis ensuite, on s'est rendu compte qu'en 2 dimensions, ça avait été observé dans un vieux bouquin de Kunzmann, et c'était démontré autrement. Puis en fait, la preuve est très simple, en fait. D'abord, ça a exactement la bonne cardinalité pour voir l'unisolvante, hein, parce qu'on a exactement le bon nombre de points. Et puis, donc, ce qu'il suffit de montrer, c'est que ça vérifie bien les propriétés d'interpolation. Alors, ce que vous faites, c'est que vous prenez un certain mu, ici, pour lequel vous voulez prouver ça, et puis vous décomposez I lambda vous séparez en fait le rectangle, et puis ce qui est dans lambda, mais qui n'est pas dans le rectangle, en dessous de mu, donc tous les nus qui ne sont pas plus petits que mu. Et ensuite, vous observez que si nu n'est pas plus petit que mu, il y aura au moins un nui, une variable qui vérifiera nu j plus petit que mu j. Et à cause de ça, eh bien, l'opérateur delta nu j va annihiler cette chose-là. Donc en fait, tous ces termes sont nuls, tous ces autres termes sont nuls, et puis pour le premier, et vous avez exactement ce que vous voulez. Donc moi, je trouve ça joli, mais c'est très bête. Hein. Mais vous pouvez voir cette formule-là comme une généralisation de la formule de Newton dans ce cadre très général. Et c'est exactement ce qu'on veut du point de vue de la hiérarchie, parce que vous voyez qu'à chaque fois maintenant, quand vous allez
augmenter votre ensemble, eh ben, il suffira d'ajouter un nouveau point dans cette grille. Donc vous avez une espèce d'isomorphisme parfait entre les bijections parfaites entre ces ensembles lambda, les points, les polynômes. Voilà. Donc il y a aussi une formule hiérarchique. Donc vous allez tensoriser ces fonctions hiérarchiques de la même manière, et les delta nu vont être on va pouvoir calculer ces choses-là de manière récurrente, en fait, tout simplement en énumérant cet ensemble lambda n, de manière à ce qu'à chaque fois que vous prenez des sections, vous gardez cette propriété d'être fermé par le bas. Et dans ce cas-là, eh bien, le alpha nu va précisément être, comme dans la formule précédente en une dimension, la valeur au nouveau point que vous rajoutez, moins l'interpolation au point précédente. Alors, donc vous voyez, en fait, il y a un principe assez général. On part de quelque chose de hiérarchique en dimension 1, on tensorise, ce qui, si on le fait bêtement, serait très coûteux du point de vue du coût du dimensionnement, parce que déjà, vous tensorisez un espace de dimension 2 en dimension 100, enfin voilà, vous avez 2 puissance 100, c'est pas possible. Donc, et ensuite, vous sparsifiez, hein, vous creusez cette chose-là, et vous faites, ensuite, vous avez une formule hiérarchique. Et donc, vous pouvez faire ça avec d'autres choses qu'avec les polynômes, hein, avec des polynômes trigonométriques, par exemple, ou avec des systèmes hiérarchiques comme les bases hiérarchiques d'éléments finis, ce qui correspond, dans certains cas, à ce qu'on appelle les sparse grids. Donc, il y a un principe général ici qui s'applique. Et maintenant, qui va nous mener à des algorithmes adaptatifs assez simples. Donc, l'idée, ça va être, supposons que je suis à un certain stade, hein, j'ai choisi un certain ensemble lambda. Bon, ben, bien sûr, je vais considérer, je vais essayer d'aller au stade après, donc j'ai un certain nombre de candidats potentiels que je peux rajouter pour garder cette propriété d'ensemble fermé par le bas. Donc, je les ai dessinés en jaune. Et la chose la plus simple, c'est de dire, oui, voilà, c'est d'identifier le point qui correspond à cette, qui maximise en fait l'écart entre le nouvel interpolant, entre la valeur au nouveau point qu'on pourrait rajouter et l'interpolant précédent. Donc qui maximise précisément cet incrément. Donc c'est celui-là qu'on a envie de rajouter parce que c'est celui-là où l'erreur est la plus grande. D'accord ? Et bon, bah, on définit ensuite lambda n plus 1 de cette manière-là. Alors on fait ça, et l'idée c'est maintenant, est-ce que cette chose-là a des bonnes propriétés? Alors la première chose qui est assez facile à voir, c'est que cette stratégie peut vous mener à l'échec. C'est-à-dire, c'est très facile de trouver des exemples qui mettent en échec cette stratégie. Par exemple, ce qui peut se passer, c'est que, par malheur, eh bien, ici c'est nul, et puis ensuite ce n'est pas nul, et vous êtes bloqué finalement, vous n'allez jamais aller explorer une certaine variable. Donc on peut modifier, bien sûr, par exemple en disant, une fois sur deux, eh bien, on va choisir le point, l'indice qui est là depuis le plus longtemps dans une sorte de ligne de priorité. Voilà. Bon, il y a plein d'autres variantes qui sont plus, où c'est d'autres critères qu'on maximise suivant la tâche qu'on veut remplir. Donc, voilà déjà un cas qui montre que cet algorithme se comporte bien pour détecter les anisotropies. Alors, cet exemple-là, c'est une fonction scalaire, mais vous voyez qui, en gros, imite cette chose-là, puisque finalement, je suis en train d'inverser quelque chose de manière, qui dépend de manière affine des paramètres. C'est un exemple très simple. Hein. Et j'ai mis des poids qui donnent des anisotropies aux différentes variables. Et la question, c'est est-ce que l'algorithme va les détecter, hein? Et en ce sens-là, est-ce qu'il va être robuste en la dimension? Alors, ce que vous voyez là,
c'est la preuve que l'algorithme se comporte bien. C'est-à-dire, quel que soit, là je travaille avec 64 variables, le comportement de l'algorithme en fonction du nombre de points, quand on regarde l'erreur, est essentiellement robuste. En fait, j'ai montré l'algorithme à l'œuvre, typiquement comment il progresse. Donc je ne peux pas vraiment dessiner cet ensemble en 64 dimensions, je vais juste en montrer la trace. Donc je vais prendre la première variable, la deuxième, les plus actives, et je vais faire 300 itérations. Et voilà, en fait, ce que vous voyez, c'est l'algorithme qui est en train de découvrir que la variable importante, c'est la première, donc c'est là qu'il faut pousser en degrés, et puis, etc. Mais en fait, bon, ce que vous voyez, c'est juste la trace d'un ensemble à 64 dimensions sur le cas bidimensionnel, ce genre de truc-là. Donc voilà un cas où les choses marchent bien. Et bon, bien sûr, quand il y a du bruit, quand les fonctions ne sont pas aussi régulières, on va commencer à avoir des problèmes. Et le choix des points va commencer à devenir crucial. Alors, j'avais parlé des points de Leia. Et ce que je vous montre ici, c'est que si vous prenez des points hiérarchiques uniformes, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous les choisissez un petit peu de manière aléatoire, mais par rapport à une mesure uniforme. Bon, ben, sans surprise, vous avez quelque chose qui ne se comporte pas bien, hein, où il y a une erreur qui explose à cause des questions de constante de Lebesgue, alors que si on prend ce qu'on appelle les points de Leia de tout à l'heure, ou les points de R Leia, je vais expliquer ce que c'est, les choses se comportent beaucoup mieux. Donc, pour ça, ben, il faut regarder les constantes de Lebesgue. Donc, c'est-à-dire la norme à l'infini des opérateurs d'interpolation. Et je rappelle que la constante de Lebesgue est utile quand on regarde les erreurs d'approximation, parce qu'essentiellement, vous pouvez insérer dans cet estimé n'importe quel V dans P lambda, utiliser que I lambda V, c'est V, et minimiser. Et donc, vous voyez que ce qui va apparaître, c'est l'erreur de meilleure approximation dans P lambda, mais multipliée par la constante de stabilité. Donc, si cette chose-là décroît rapidement, pour des bons choix d'ensemble lambda, ce qu'il faut, c'est s'assurer que ces constantes de Lebesgue ne croissent pas à l'inverse trop rapidement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut relier ces constantes de Lebesgue pour des ensembles à nouveau fermés par le bas généraux, aux constantes unidimensionnelles. Donc si je regarde les constantes unidimensionnelles, c'est juste les constantes de Lebesgue pour les interpolants IK. Et le théorème qu'on a parvenu à établir, c'est que si ces constantes de Lebesgue se comportent pas trop méchamment, si elles grandissent de manière algébrique, avec un certain exposant A en fonction de K, alors la constante L lambda va se comporter aussi de manière algébrique par rapport au cardinal de lambda, de manière complètement indépendante de la forme de lambda, ça peut être n'importe quoi, ce qui importe c'est son cardinal, et du nombre de variables. La dimension n'intervient pas là-dedans. Donc c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a une certaine robustesse ici à la dimension du point de vue de la stabilité. Donc, la question qui est naturelle, alors vous voyez, il y a une perte de 1 et on peut montrer qu'elle est inévitable, en toute généralité. Pour certains ensembles lambda, vous n'avez pas cette perte de 1, mais si je veux considérer n'importe quoi, il y aura ça. Alors, la question qui se pose naturellement maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut dire sur les constantes de Lebesgue pour des points hiérarchiques. Alors, je reprends cette histoire des points de Leia. Là, la seule chose qui est connue, c'est le seul résultat que nous connaissons, malheureusement, c'est ce résultat-là qui vous dit que la constante de Lebesgue, en gros, est sous-exponentielle. Donc c'est une estimation, c'est-à-dire qu'elle ne va pas croître exponentiellement, mais elle pourrait quand même croître aussi vite que n'importe quel polynôme, donc ce n'est pas très encourageant. Néanmoins, on peut calculer ça numériquement, et la conjecture, c'est qu'on a ça,
c'est très délicat à aborder comme problème. On s'est un peu cassé les dents là-dessus et on n'y est pas arrivé. Je rappelle que pour les points de Gauss ou pour les points de Chebyshev, la constante de Lebesgue, elle croît logarithmiquement, mais ils ne sont pas emboîtés. Alors, par exemple, vous pouvez partir de la remarque que si vous prenez les points de Gauss-Lobato, Clem-Shaw-Curtis, ceux-là, ils ont une propriété d'emboîtement intéressante, parce que les points de Gauss-Lobato, c'est les points, en gros, c'est comme les points de Chebyshev, mais vous avez mis les extrémités. Vous projetez, comme ça. Vous voyez que s'ils ne sont pas emboîtés, par contre, si vous doublez, ils sont emboîtés. Donc, vous avez cette propriété au moins du point de vue du doublement. Donc, par exemple, une question assez naturelle, ça peut être de dire comment je vais passer de la valeur de puissance j plus 1 à la valeur de puissance j plus 1 plus 1 en insérant les points progressivement. Ça paraît assez naturel de dire je vais essayer d'insérer ces points. Et donc, si on est assez. La première chose naïve, c'est de dire je vais les insérer en prenant d'abord celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Donc, faire une insertion séquentielle. Alors on fait ça, on calcule les constantes de Lebesgue, et voilà ce qu'on trouve numériquement. Donc, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez que pour les valeurs diadiques, ça croît logarithmiquement. Et là, c'est en échelle log. Et donc, ça veut dire que dès que vous commencez à insérer les points de cette manière-là, et notamment quand vous arrivez à la situation où il y a 2 fois plus de points d'un côté que de l'autre, la constante explose totalement. Donc en fait, l'insertion des points est une chose subtile et vous pouvez faire les choses plus intelligemment. C'est-à-dire vous pouvez insérer les points en utilisant ce qu'on appelle l'énumération de van der Korput, qui est liée à ce qu'on appelle les suites à discrépance faible. Donc certains ont peut-être vu ça, c'est ce qu'on utilise pour faire de l'intégration, les suites de Halton, notamment ces choses-là, où on essaye le plus possible de respecter une sorte de garder une espèce de mesure uniforme. Donc on va d'abord insérer un point là, puis ensuite là, puis ensuite là, puis ensuite là, puis ensuite... On va faire les choses d'une certaine manière. Et là, nous pouvons prouver, on peut prouver une borne sur la constante de Lebesgue. Là, c'est vraiment une borne qu'on peut prouver, qui est quadratique, et en pratique, on a même l'impression qu'elle est linéaire. En fait, les points qu'on obtient peuvent aussi être réinterprétés comme les projections des points de Leia, mais pour le disque unité complexe. C'est pour ça que j'appelle ça les R Leia points. C'est les parties réelles des points de Leia, mais calculées pour le disque unité. Donc, voilà ce que ça donne, par exemple. Donc, en rouge, c'est les points de Leia. C'est ceux, finalement, qui semblent se comporter le mieux, mais on n'a aucune... donc, les magic points d'Yvon, mais pour lesquels on n'a aucune estimation en réalité, enfin on n'a pas de résultat théorique. Et puis en bleu et rouge, là, c'est ces points de Herleia qui se comportent pas trop mal, on va dire. Et à nouveau, donc là, pour les valeurs diadiques, ça se comporte très bien à nouveau, puisque c'est les points de Gauss-Lobato. Et puis les valeurs intermédiaires sont moins mauvaises qu'avec, nettement moins qu'avec l'insertion séquentielle. Bon, alors maintenant, je termine juste avec une comparaison un petit peu générale des méthodes que j'ai présentées. Sur un cas, en fait, qui nous avait été posé par l'ONERA, donc pas en très grande dimension. Vous voyez ici, il n'y a que 5 variables, mais c'est déjà quand même un problème, la dimension 5, quand vous devez explorer. Et chaque estimation, chaque évaluation est un test numérique. Ici, en fait, ce sont des paramètres de forme dans le design d'un profil d'avion. Et la fonction qui nous intéresse, c'était ce qu'on appelle la finesse, c'est-à-dire le rapport entre la portance et la traînée. Donc, on voyait qu'en fait, ici, bon, la fonction était beaucoup
beaucoup moins belle que celle qu'on avait regardée, que les exemples synthétiques que j'ai regardés. Néanmoins, voilà ce que ça donne. Alors, ça, c'est quand on regarde différentes... en fait, c'est l'erreur, mais quand on regarde différentes normes, donc on regarde les choses soit en norme L2, soit en norme L infini, et on a comparé le krigeage, c'est-à-dire les processus gaussiens, avec les méthodes polynomiales parcimonieuses, et puis les méthodes parcimonieuses, mais basées sur des méthodes hiérarchiques plutôt fondées sur les fonctions affines ou par morceaux, donc ce que j'ai brièvement évoqué. Et ce qu'on voit, c'est qu'essentiellement, la façon dont l'erreur décroît en termes du nombre de points, donc à chaque fois c'est des méthodes adaptatives, est tout à fait comparable. Donc il n'y a pas un gain spectaculaire. Le gain spectaculaire entre les deux classes de méthodes que j'ai proposées, il est dans le temps de calcul. C'est-à-dire, si vous regardez en fonction du nombre de points, comment se scale le temps de calcul, avec les méthodes parcimonieuses, ça va être essentiellement linéaire, parce qu'à chaque fois, vous rajoutez un point, vous faites un calcul très simple. Ces choses ne sont pas... les choses dépendent essentiellement linéairement du nombre de points. Et en revanche, les méthodes basées sur les noyaux reproduisants vont exploser. Pourquoi? Parce qu'il y a cette question de résoudre des systèmes mal conditionnés de taille qui grandit, et surtout le problème de l'optimisation des paramètres dans le noyau gaussien dont j'ai parlé. Donc le principal, donc sur des cas tests un petit peu plus réels, le gain qu'on constate, c'est avant tout pour A erreur égale dans le temps de calcul. Donc il est légitime de dire que pour ce genre de cas, les méthodes qu'on a regardées semblent plus adaptées. Donc voilà, les conclusions. En fait, j'ai beaucoup de questions théoriques irrésolues là-dessus. L'adaptivité semble très utile dans les questions d'interpolation en grande dimension. Pourquoi l'analyse théorique est ouverte? Principalement parce qu'on n'a pas vraiment des bons modèles pour essayer finalement des bons modèles de classe de fonctions en grande dimension pour mettre au banc d'essai ces méthodes adaptatives et prouver des choses. Ensuite, il y a ce principe général qu'on part d'un système 1D, on tensorise et on creuse, et ça peut être quelque chose qui peut servir dans des contextes assez différents. Il y a des extensions qu'on est en train d'étudier lorsque vous regardez des domaines non bornés. C'est-à-dire, ça va être typiquement le cas quand les variables YJ sont en fait des paramètres aléatoires. Et pensons à des gaussiennes. Ça signifie qu'elles peuvent avoir, a priori, leurs valeurs peuvent se balader dans toute aire, mais avec une loi avec un poids, avec une probabilité qui tue les grandes valeurs. Et donc, ça veut dire que là, vous pouvez vous autoriser à faire des erreurs importantes qui sont compensées par la probabilité lorsque YJ est grand. Et dans ce cas-là, à nouveau, la question, c'est comment choisir les points de manière intéressante. Les questions de constante de Lebesgue, même en 1D, pour des suites hiérarchiques, par exemple, je ne sais pas du tout s'il pourrait en exister avec des croissances logarithmiques. Je pense qu'il y a une sorte d'antagonisme entre le fait de faire des choses hiérarchiques et d'obtenir des constantes qui augmentent logarithmiquement. Donc, ce que je vous ai essayé de vous montrer, c'est que, peut-être l'un des avantages des méthodes à noyau reproduisant, c'est que les points peuvent a priori être complètement arbitraires. Donc, dans le contexte où vous n'auriez pas le choix, où il vous serait donné de manière imposée, là, vous avez finalement pas trop d'autres solutions que d'utiliser ce genre de méthode. Les méthodes que j'ai présentées parcimonieuses sont plus intéressantes si vous avez le choix du point de vue de la scalabilité, de la complexité de l'algorithme
et aussi de la stabilité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à raconter. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense pas que j'ai... Merci.